Mon nom est Soranami. Ma passion, la conquête de l'ordinaire. Ouais, je sais, j'ai pas pu m'empêcher de faire une référence à Star Wars. Yo, ici Soranami en direct de Kyoto. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct avec Monsieur Chapeau, le grand retour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, celles que vous m'avez posées il y a un mois. Brrr, générique. Générique. This is approved by Suriname. Rebienvenue à tous. Et donc sans plus tarder, nous allons passer aux petites questions. Donc avec l'aide de Monsieur Chapeau, et je sais que j'ai une nouvelle coupe. Oui, je suis passé sous un tracteur. Et je vous emmerde. Vous avez été plusieurs à m'envoyer vos questions. Il y a des questions qui sont assez spécifiques et d'autres qui sont un peu plus larges. Donc je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, j'aimerais me faire un road trip au Japon en partant du nord jusqu'au sud ou inversement. Que me conseillerais-tu entre faire les grandes villes ou alors les coins plus reculés des métropoles? Quelles sont les villes à voir absolument pour se faire une bonne et une belle vision de la culture nippone? Et vers quelle période organiser tout cela? Bon, c'est une question qui est relativement vague, mais qui est vague et ouverte. Ça va me permettre d'élaguer un petit peu le sujet tourisme pour après rentrer plus spécifiquement sur certains sujets pour les autres questions que vous m'avez posées. Pour organiser son voyage au Japon, d'abord, je pense qu'il y a deux points qui sont relativement importants. Le budget que vous avez et ensuite la durée que vous pouvez consacrer à votre voyage. Le voyage le plus classique, entre guillemets, pour vraiment découvrir à fond la culture japonaise, c'est un voyage qui fait entre 1 à 2 semaines. Je recommande quand même de partir au moins 2 semaines. Par rapport au prix du billet d'avion, pour le rentabiliser, c'est un peu mieux. Pour ce voyage standard, il y a deux gros pôles à aller voir, c'est Tokyo et Kyoto. Dans ce parcours classique, ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès à la fois au côté très technologique avec Tokyo, et en même temps au côté très traditionnel avec Kyoto et ses environs. Si par exemple vous avez un JR Pass pour 1 semaine, déjà il est rentabilisé avec le voyage aller-retour de Tokyo à Kyoto en Shinkansen. Une fois que vous avez commencé à utiliser votre JR Pass, donc en allant par exemple de Tokyo à Kyoto, après, à partir de Kyoto, vous pouvez aller voir toute la région environnante avec votre JR Pass justement. Ce qui est pas mal si vous avez 2 semaines, c'est de passer quelques jours à Tokyo, 4 à 5 jours à peu près, visiter un peu la région environnante et puis tous les gros quartiers de Tokyo, comme les quartiers super connus comme Akihabara, Ikebukuro, Shibuya, Shinjuku. Après, il y a le marché aux poissons de Tsukiji, par exemple, qui sont des classiques. Dans la région environnante de Tokyo, vous avez par exemple Nikko, qui est un petit peu au nord de Tokyo, où se trouve le Toshogu, qui est la tombe de Tokugawa Ieyasu, qui a été le personnage qui a unifié totalement le Japon vers 1600. Après, vous avez Kamakura, qui a été un siège politique important du Japon, puisqu'il y a eu un shogunat qui a été établi à Kamakura. Et vous avez un Bouddha en bronze de plusieurs mètres de haut, qui est assez intéressant à voir. Il y a plusieurs temples aussi. Il y a Hakone aussi, qui est pas mal dans la région de Tokyo. Depuis Hakone, vous pouvez voir le mont Fuji. Il y a aussi un lac. La vue est pas mal depuis Hakone. Mais en règle générale, toutes ces excursions, c'est des excursions qui se font sur une journée à partir de Tokyo et qui ne reviennent pas forcément trop cher. Ensuite, vous prenez le Shinkansen jusqu'à Kyoto. Je vous conseille de rester à Kyoto parce que c'est là où vous avez la majorité des temples et sanctuaires les plus importants. À Kyoto, je vous conseille de passer au minimum 3 jours. Il y a des gens qui prévoient parfois qu'une journée ou 2 jours à Kyoto et c'est vraiment très court parce qu'il y a énormément de... Kyoto, ça a été le cœur historique du Japon pendant plus de 1000 ans. Et donc, il y a énormément de bâtiments historiques. Parmi lesquels, les 3 essentiels, je dirais, si vous devez voir quelques sites supra-touristiques à Kyoto, il y a le pavillon d'or,
donc le Kinkakuji. Il y a le temple Kiyomizu, qui est un très beau temple avec une espèce de terrasse. Et ensuite, vous avez le sanctuaire de Fushimi Inari, avec tous les petits portiques rouges, qui est très très connu. Après, si vous en avez un peu marre de voir les sites très touristiques et très blindés, je vous recommande d'aller voir des petits sites qui sont un peu plus secrets. Et pour ça, je vous conseille des vidéos que je vais sortir bientôt sur des sites un peu secrets de Kyoto. Et je vous conseille aussi le blog d'un ami français qui est photographe et qui est guide aussi sur Kyoto et sur Osaka. Et donc son vlog, je vais mettre un petit lien sous la vidéo, dans la description. Et son vlog s'appelle Derrière la colline. Ses photos et ses articles sont de très bonne qualité, donc je vous le conseille si vous recherchez des endroits qui sortent un peu des sentiers battus dans la région du Kansai. Si vous êtes un peu short au niveau du temps et que vous voulez aller voir d'autres villes que Kyoto et Tokyo, vous pouvez quand même zapper Osaka, parce que c'est une grosse ville et ça ressemble quand même beaucoup à Tokyo, par certains aspects, même s'il y a des grosses différences culturelles, mais ça, on s'en rend plus compte quand on vit sur place. Par contre, je vous conseille d'aller à Nara. Nara, c'est une très très vieille ville, et ça a été la capitale du Japon avant Kyoto. Et il y a un énorme Bouddha en bois, qui est un des plus grands Bouddhas en bois du monde. Ça, c'est quelque chose à voir. Après, il y a aussi de très très anciens bâtiments. Si vous avez le JR Pass, je vous conseille d'aller à Hiroshima pour voir Miyajima, qui est une île avec un sanctuaire où vous avez un portail qui se fait immerger avec les marées. C'est une des images les plus connues du Japon. Si vous avez du temps aussi, je vous conseille d'aller à Himeji, qui est entre Kyoto et Hiroshima. Et Himeji, c'est le plus grand château médiéval en l'état du Japon. C'est un peu comme en France, ce serait presque l'équivalent, bon c'est un peu moins grand, mais que la cité médiévale de Carcassonne par exemple. Donc en gros, pour résumer, le voyage classique, ce serait 5 jours sur Tokyo, en visitant les quartiers les plus connus, puis un tout petit peu la région alentour. Ensuite, vous allez sur Kyoto, vous passez quelques jours à Kyoto pour visiter la ville, vous imprégnez de l'atmosphère. Une journée sur Nara, peut-être une ou 2 journées sur Hiroshima, et peut-être en passant par Himeji au passage. Et après, pourquoi pas retourner sur Tokyo pour vos derniers jours, pour faire vos achats, etc. Après, si vous êtes vraiment short niveau budget, je vous conseille de vous limiter qu'à une seule région. Et dans ce cas-là, je vous conseille de vous limiter au Kansai, donc à la région de Kyoto et Osaka. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Osaka, ça ressemble un petit peu à Tokyo, c'est une énorme ville, avec beaucoup de choix, beaucoup de magasins, etc. Et entre Osaka et Kyoto, vous pouvez avoir un bon aperçu de ce que peut être le Japon traditionnel et le Japon beaucoup plus contemporain, quoi. Et puis vous pouvez voyager dans toute la région alentour, aller par exemple donc une journée à Nara. Je ne vous conseille pas forcément d'aller sur Kobe, bon il y a le bœuf de Kobe, mais il y a aussi d'autres endroits où on peut manger du bœuf de Kobe, sur Osaka par exemple. Éventuellement autour du lac Biwa, qui est un endroit qui sort un peu des sentiers battus. Et le lac Biwa, c'est le plus grand lac du Japon. Après, l'avantage aussi, si vous restez dans le Kansai, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter le JR Pass et que vous pouvez acheter d'autres billets à tarif réduit. Par exemple, il y en a un, c'est le Seishunju Hachikippu, qui est un billet qui coûte 10 000 yens, donc un peu moins de 100 euros. Et en fait, avec ce billet-là, vous ne pouvez pas monter dans les Shinkansen, les trains à grande vitesse, mais vous pouvez prendre tous les trains locaux. Et vous avez en fait 5 journées illimitées. Alors ça peut être soit 5 journées pour une personne, ou ça peut être 5 personnes avec le même pass pour une journée. Et si vous êtes 2 par exemple, ça vous permet de faire 2 gros voyages en gros. Après, si vous restez plus que 2 semaines, entre 3 semaines et 1 mois, là vous pouvez commencer à avoir des possibilités qui sont plus intéressantes pour aller voir des endroits que la plupart des touristes ne vont pas forcément voir. Et je peux vous donner des recommandations sur des endroits où j'ai été personnellement. Un endroit que j'ai beaucoup aimé, c'est Hida Takayama, qui se trouve entre Kyoto et Kanazawa. Alors là-bas, en fait, vous avez un bœuf qui est assez réputé, ou qui est presque aussi réputé que le bœuf de Kobe. Bon, il n'est pas réputé autant à l'international, mais au Japon, il est très très réputé. Et ensuite, vous avez un très très vieux village qui s'appelle Shirakawago,
où vous avez des très très vieilles maisons traditionnelles avec les toits en chaume. En plus, à Hida Takayama, la nature est vraiment magnifique. Vous avez beaucoup de montagnes, beaucoup de cascades, etc. Si vous avez aussi quelques jours en rab, je vous conseille Kanazawa, forcément, parce que j'y ai habité pendant 3 mois. Un des points forts de Kanazawa, c'est qu'il y a un des 3 plus beaux jardins du Japon, qui s'appelle le Kenrokuen. Bon, sachant que moi j'ai été voir les 3 jardins, le Kenrokuen, c'est le jardin qui est le plus beau à toutes les saisons et qui a vraiment une ambiance très très japonaise en fait. Vous avez aussi un château à Kanazawa qui est plutôt très beau. Vous avez aussi des très très vieux quartiers avec des très très vieilles maisons de samouraïs. Et enfin à Kanazawa, sur toute la côte de la mer du Japon en règle générale, vous avez parmi le meilleur poisson que vous pouvez manger au Japon, le plus frais. Et en fait à Kanazawa, ce qui est fantastique, c'est quand vous allez dans un restaurant à sushi à 100 yens l'assiette. Donc 100 yens, ça fait moins d'1 euro, et pour moins d'1 euro, vous avez 2 sushis en fait sur une assiette. Mais les restaurants à sushi à 100 yens à Kanazawa, c'est à peu près la même qualité qu'un restaurant à presque 5000 yens à Kyoto, quoi. Donc il y a vraiment aucune comparaison possible au niveau de la fraîcheur, au niveau du goût des poissons. Après, si vous avez un peu plus d'argent à dépenser, vous pouvez aller au marché de Kanazawa, où là vous avez ça dépasse les 100 yens par assiette, mais vous avez des sushis qui sont un peu plus raffinés, un peu plus stylés. Ensuite, pour sortir un peu de l'île principale, donc Honshu, je vous conseille aussi Kyushu. Alors Kyushu, c'est assez réputé pour l'alcool de patates douces. Après, à Kyushu, vous avez énormément de sources d'eau chaude. Et par exemple, il y a une ville qui s'appelle Beppu. Et à Beppu, il y a des onsen, mais quasiment partout dans la ville. C'est une des seules villes où on voit les gens déambuler dans la rue en peignoir, quoi. Parce qu'en fait, ils sortent d'un onsen, ils vont voir le prochain, et puis ils parcourent toute la ville de onsen en onsen comme ça. Et vous avez aussi à Beppu, vous avez 3 bains qui sont cachés dans la montagne et où vont quasiment que les locaux. Et j'y avais été la fois où j'y suis allé. Et ça, c'était vraiment une expérience assez extraordinaire, quoi. Après, vous avez aussi Kagoshima, qui est tout au sud de Kyushu. En fait, à Kagoshima, c'était là où il y a eu un des derniers fiefs résistants de samouraïs quand il y a eu une révolte de samouraïs contre l'empereur Meiji, ce qui a été une des sources d'inspiration pour le film Le Dernier Samouraï. Et en plus, à Kagoshima, vous avez un truc qui est assez exceptionnel. Vous avez une vue sur... en fait, vous avez une baie, une énorme baie, qui donne sur un énorme volcan. En fait, le volcan crée comme une île au milieu de la baie. Et ce volcan s'appelle le Sakurajima. Et ça, c'est assez intéressant. Et puis, vous avez aussi la possibilité de prendre des bains de sable volcanique à Kagoshima. Et ça, c'est plutôt cool. Après, moi, personnellement, un des endroits que j'aime le plus au Japon, c'est l'île de Shikoku. Alors là, c'est compliqué si c'est votre première fois au Japon et si vous restez que 3 semaines, 1 mois, c'est peut-être compliqué d'y aller. Mais c'est un endroit qui est relativement, c'est pas sauvage parce que il y a des grosses villes, mais si vous avez la possibilité d'en faire un petit bout à pied ou en vélo ou en train aussi éventuellement. Parce que vous avez le pèlerinage des 88 temples. Et j'en fais un bout chaque année avec un ami. Et c'est une atmosphère qui est vraiment particulière, quoi. On a l'impression quelque part que le temps s'est arrêté un petit peu. Puis la nature est très très belle, la nourriture est splendide et les gens sont vraiment accueillants, mais les gens c'est des crèmes là-bas. Je conseille plus d'aller à Shikoku pour un deuxième voyage par exemple, ou si vous êtes déjà allé dans les spots principaux que sont Tokyo, Kyoto, Osaka par exemple. Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu différent, je vous conseille alors d'aller éventuellement à Shikoku. Après, c'est loin d'être une liste exhaustive de tous les spots super intéressants qu'on peut trouver au Japon. N'est-ce pas, Monsieur Chapeau? Monsieur Chapeau, calmez-vous! Deuxième partie de la question. Et oui, parce que ce n'était que la première partie. Vers quelle période organiser tout cela? Eh bien, c'est une très très bonne question. Les 2 saisons à éviter, c'est juin et septembre.
principalement parce que c'est les deux grosses saisons, c'est les deux grosses saisons de pluie en fait. Les deux grosses saisons où il y a plein de typhons, etc. Donc vous pouvez avoir des annulations de vol, le temps est relativement pourri. Enfin, il y a deux périodes qui sont vraiment magnifiques au Japon, c'est la saison des cerisiers et la saison des érables. La saison des cerisiers, c'est fin mars, début avril. Et la saison des érables, c'est fin octobre jusqu'à début décembre. Alors le problème, c'est que les cerisiers, c'est vrai que c'est magnifique à voir. Puis si vous voyagez par exemple sur 2 semaines, je vous conseille pendant la saison des cerisiers, donc fin mars, je vous conseille de commencer au sud, soit à Kyushu, soit par exemple dans le Kansai, et de remonter progressivement vers le nord. Comme ça, vous arriverez à accompagner la floraison des cerisiers, des sakura. Parce que le problème avec les sakura, les cerisiers, c'est qu'en règle générale, ils fleurissent que pendant 1 semaine, 2 semaines grand maximum. Donc avec les cerisiers, c'est un peu comme jouer à la roulette russe quoi, ou au loto quoi. C'est pour tomber pile à la bonne période, sachant que chaque année, ça tombe jamais exactement à la même période, c'est toujours décalé parfois c'est 2 semaines en avance, 2 semaines en retard, suivant les conditions météorologiques. Et un autre point pourquoi je ne conseille pas forcément de venir à la saison des cerisiers, c'est qu'en règle générale, le prix des hôtels est 1,5 fois à 2 fois plus cher que pendant la basse saison et la saison régulière. Ce qui est un peu le cas aussi pendant la saison des érables. Le seul truc, c'est que pendant la saison des érables, comme c'est étalé sur plus d'1 mois, vous avez plus de chances de tomber juste, en fait, de tomber à un moment où vous pourrez voir des érables qui sont magnifiques. Et pour la saison des érables, c'est l'inverse de la saison des cerisiers, c'est-à-dire que plus le temps se refroidit, plus les érables deviennent rouges. Donc si vous venez à la saison des érables, je vous conseille de partir au contraire de la saison des cerisiers. Je vous conseille de partir du nord et de descendre progressivement vers le sud. Après, les prix sont à peu près comme à la saison des cerisiers, mais il faut savoir qu'en règle générale, dans les hôtels, la saison des cerisiers, c'est là où ils engrangent leur chiffre d'affaires de l'année, quoi. Donc c'est vraiment une saison où les prix sont exorbitants. En plus, au mois de mars, il y a souvent des pluies, ce qui fait qu'en fait, même si vous arrivez à la saison des cerisiers, c'est probable que vous puissiez voir les cerisiers dans leur plus bel état que pendant 1 journée, voire 2 jours, et c'est possible qu'il pleuve ces jours-là, et quand il pleut, forcément tous les pétales de cerisier ils s'en vont. Si c'est votre deuxième voyage, vous pouvez essayer de tenter la saison des cerisiers, mais il ne faut pas que ce soit votre objectif principal en fait. Parce qu'il y a tellement de chances que vous ne tombiez pas exactement à la bonne période et que vous soyez déçu, mais que vous ayez dépensé beaucoup d'argent parce que les hôtels, comme ils ne savent pas exactement quand est-ce qu'est la saison des cerisiers, alors ils prévoient sur 1 mois de mettre des prix beaucoup plus élevés. Fils de pute! Comment, monsieur Chapeau? Mais quel est ce langage châtié? En règle générale, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez des vacances, des grandes vacances l'été. Mais après, il faut savoir que l'été au Japon, c'est pas la saison la plus agréable. C'est pas forcément la saison la plus chère. C'est pas la moins chère non plus, parce que c'est la saison régulière. Faut imaginer, si vous avez jamais expérimenté l'été au Japon, c'est comme si vous étiez dans un hammam 24 heures sur 24. Donc il fait très chaud, on transpire énormément. Bon, c'est bien si vous voulez perdre du poids, mais bon, c'est pas ce que je recommande. Par contre, mes grosses recommandations, l'idéal c'est de fin février jusqu'à début mars. En plus, c'est la saison juste avant la saison des cerisiers, c'est la saison des pruniers. Et les pruniers, c'est magnifique aussi, vous avez plein d'endroits où il y a des très très beaux pruniers. Et en règle générale, les pruniers fleurissent pendant 1 mois à 1 mois et demi. Donc c'est beaucoup plus rentable que les cerisiers. Et les pruniers sont aussi un des symboles traditionnels japonais, dans la culture japonaise aussi. Ensuite, vous avez, juste après la saison des cerisiers, donc vous avez la Golden Week au Japon qui est du 1er mai jusqu'au 5-8 mai à peu près. Alors ça, c'est une saison pendant laquelle tous les Japonais sont en vacances. Et donc là, c'est pareil, les prix sont exorbitants, il y a du monde partout. Je ne vous recommande pas de venir à cette saison-là. Par contre, je vous recommande de venir juste après la Golden Week, quand tous les Japonais sont retournés au travail. Donc, on va dire à partir du 10 mai jusqu'au 30 mai,
c'est pour moi une des plus belles saisons du Japon parce qu'il fait très très bon. Il fait en règle générale 28-29 degrés. Il n'y a pas un pet d'humidité. Vous pouvez aller voir plein d'endroits. Enfin, il fait en règle générale très très beau. Il y a très très peu de pluie. Et les prix sont... C'est la basse saison, donc les prix sont... Les prix des hôtels, etc. Les prix des hôtels et des avions sont relativement compétitifs. Et ensuite, vous avez le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, il fait encore beau. En règle générale, il fait plus chaud qu'en France au mois d'octobre. Et c'est relativement agréable. Ça fait un peu comme l'été indien. Et c'est aussi la basse saison. Donc si vous avez moyen de venir au Japon et si vous avez envie de faire des économies, mois d'octobre, février, début mars, et à partir de la mi-mai jusqu'à fin mai. Po! Po, po, po! Only you. Quelle odeur pestilentielle, Monsieur Chapeau. Question suivante. Est-il possible de traverser le Japon en voiture sans lire le japonais? Existe-t-il des indications en anglais? Au Japon, sur la majorité des grosses routes, donc tout ce qui est autoroute, nationale, etc., toutes les indications sont en japonais et en anglais. Ensuite, il faut savoir que dans les voitures de location, il y a toujours, quasiment systématiquement, un GPS dernier cri qui est intégré à la voiture. Et normalement, si c'est des grosses boîtes de location, le GPS est à la fois en japonais et en anglais. Donc si vous avez le GPS, vous rentrez juste l'adresse à laquelle vous voulez aller et il vous guide automatiquement par la route la plus rapide. Après, vous avez aussi, si vous avez un smartphone, Google Maps. En plus, vous avez du réseau quasiment partout au Japon, la 4G. Je pense que vous n'aurez pas spécialement de problème à ce niveau-là. Après, si vous sortez un petit peu des sentiers battus, c'est possible qu'il y ait, si vous allez sur des toutes petites départementales, c'est possible qu'il y ait qu'à certains endroits, il n'y ait pas d'indication en anglais. Après, si vous avez le GPS ou Google Maps, ou si vous avez encore mieux un atlas, vous pouvez vous repérer avec les routes, les rivières, etc. En original, ça ne pose pas spécialement de problème. Et vous pouvez toujours, au pire des cas, demander à un japonais, il sera la plupart du temps ravi de vous aider. Le seul truc à faire gaffe quand on conduit au Japon, et surtout quand on est français, c'est d'abord que toutes les voitures sont des boîtes automatiques. Il n'y a quasiment aucune boîte manuelle. Déjà, ça, c'est un point sur lequel il faut se faire. Et ensuite, la circulation est malheureusement différente. L'inverse de chez nous, quoi. C'est comme en Angleterre. Après, pour la voiture, il y a aussi des trucs qu'il faut savoir. C'est si vous conduisez dans les grandes villes, en règle générale, vous n'aurez aucune place de stationnement non payante, gratuite. C'est aussi très très difficile de circuler. Enfin, il y a beaucoup d'embouteillages dans les grandes villes comme Tokyo, Osaka, mais par exemple Kyoto aussi, c'est une ville où c'est relativement galère de se balader en voiture parce qu'il y a énormément de rues très 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 étroites et donc c'est très très difficile de manœuvrer avec une voiture. Et les parkings en règle générale ont des taux relativement prohibitifs. Et comme tout à l'heure, il faut faire attention si vous venez en voiture et que vous faites une location. Il faut savoir que les prix pour les locations à la haute saison, donc pendant la période des cerisiers, la Golden Week ou pendant la saison des érables, les prix des locations augmentent aussi, des locations de voitures augmentent aussi de manière relativement considérable. Donc si vous venez en haute saison, faut prévoir un budget qui sera beaucoup plus conséquent que si vous venez en basse saison en fait. Monsieur Chapeau est toujours dans le plan. Assistant caméraman. Il n'a pas de bras. Ok. Question suivante. Tu as déjà skié au Japon? Il paraît qu'il y neige en abondance et que c'est une des meilleures neiges du monde. Eh bien, figurez-vous que oui. J'ai déjà skié au Japon. Mais c'est une très bonne question parce que le Japon, c'est le pays où il y a les plus belles pistes de ski en Asie en tout cas. Après, les montagnes sont relativement différentes de ce qu'on peut retrouver en Europe. Il y a deux grosses régions pour skier au Japon. Il y a le centre de l'île principale, donc de Honshu, donc dans la région où il y a eu les Jeux Olympiques à une époque, les Jeux Olympiques de Nagano, donc vers Nagano. Et puis ensuite, il y a Hokkaido, donc l'île qui est tout au nord. Donc la grosse différence, c'est que dans la région de Nagano,
c'est là où vous trouvez les sommets les plus élevés pour faire du ski, et aussi les plus gros domaines skiables. À Hokkaido, en fait, c'est là où vous trouvez la couverture neigeuse la plus profonde et la plus régulière. Après, ce que je vous conseille, c'est si, par exemple, votre motivation principale pour venir au Japon, c'est de faire du ski au Japon, parce que c'est une expérience qui est différente d'en Europe, je vous conseille d'aller, par exemple, vous pouvez aller directement à Hokkaido et rester à Hokkaido. Après, si vous comptez visiter d'autres endroits et pas faire que du ski, je vous conseille plutôt d'aller à Nagano, qui est plus pratique pour après circuler à Tokyo ou à Kyoto. Après, un des gros points positifs, c'est que le ski au Japon est en règle générale un peu moins cher que dans les gros domaines skiables européens. Donc ça, c'est plutôt positif pour le côté budget. Après, un des gros points forts, je pense, d'aller faire du ski au Japon, c'est que, contrairement en Europe, dans la majorité des stations de ski, vous avez des onsen, donc des sources d'eau chaude. En même temps, en règle générale, vous avez de la nourriture de ouf. Enfin, je sais bien qu'en France, on a aussi de la très bonne nourriture, mais là, vous avez de la nourriture japonaise aussi de premier choix. Vous avez aussi des sites naturels qui sont relativement remarquables. Par exemple, là où j'avais été à Nagano, c'est là où il y a un énorme parc avec des singes qui prennent des bains dans des onsen, par exemple, qui est aussi une des vues les plus connues du Japon, un des sites les plus connus du Japon. Si vous y allez un peu hors saison, au mois de janvier, par exemple, ou au mois de février, là, vous serez presque sûr de ne pas avoir trop de touristes et trop de personnes sur les pistes. Chapeau mis au point. Tournicoti, tournicoton. Tournicoti. Tournicoti. Tournicoton. Bref, le domaine skiable où j'ai été en fait au Japon, pour moi ça ressemblait pas mal au Jura. Donc il y avait pas mal de pistes qui étaient relativement courtes. Il y avait plusieurs pistes quand même, mais les pistes étaient relativement courtes et on arrivait vite au bout. C'est pas comme dans les Alpes par exemple ou dans les Pyrénées, où il y a des pistes qui sont beaucoup plus longues. Après, le domaine skiable en tant que tel est relativement vaste. Et si vous avez des forfaits sur plusieurs journées, vous avez accès à tout le domaine, quoi. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que dans certaines petites stations, avec le forfait pour une journée, vous avez aussi accès gratuit à onsen, par exemple, ou parfois vous avez des réductions sur le repas du midi. Bon, après, il faut savoir que un des points négatifs, c'est que les stations de ski au Japon, elles n'utilisent pas la même codification forcément que chez nous. Alors parfois, ils font des trucs un peu genre supra-random. Au lieu de faire les pistes bleues, vertes, rouges, noires, par exemple, parfois ils mettent des pistes genre pourpre ou pointillées, quoi, orange. C'est normal au Japon. Après, au Japon aussi, il faut savoir qu'il y a pas tant de skieurs que ça. Enfin, il y en a quand même quelques-uns, mais la majorité des jeunes qui vont au Japon, en fait, ils font du snowboard, quoi. La majorité du temps, ils sont assis sur les pistes et ils font pas de snowboard, en fait. C'est juste pour le look, le fait d'être au sport d'hiver, etc. Bon, après, il y a des exceptions. Il y a des gens qui font du ski, il y a des gens qui font du snowboard normalement, mais il y en a beaucoup, c'est pour la frime, quoi. Mais ça arrive. Des petits jeunes sournois. Après, le hors-piste au Japon est strictement interdit. Et si vous êtes chopé, par exemple, en train de faire du hors-piste, en règle générale, on vous prend votre forfait. Il peut y avoir des complications éventuellement. Donc, je vous conseille de ne pas faire de hors-piste dans ce cas-là. Après, 2-3 recommandations, si vous voulez aller faire du ski au Japon, je vous conseille de prendre vos lunettes de ski si vous en avez, parce que c'est très cher au Japon. Ensuite, tout ce qui est genre protection solaire ou tout ce qui est doliprane, enfin tout ce qui est un peu médicament, parce que ça c'est relativement compliqué à trouver des équivalents au Japon. Par exemple, la crème solaire au Japon, c'est en règle générale de l'écran total, mais super puissant, et limite avec des agents blanchissants avec, parce que bon, les Japonais aiment pas particulièrement bronzer. Pour rester dans le thème du ski, je vais vous dire comment on dit ski en japonais. On dit ça ski. Alors le truc, c'est que je sais, ça paraît débile, mais en japonais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un autre mot qui se dit ski. Donc avec un i court, ça veut dire j'aime quelque chose. Alors que le ski, le sport, c'est avec un i long. Donc en règle générale, c'est ski. Alors quand on dit j'aime le ski par exemple, c'est ski ga ski. Ga c'est une particule qui sert à montrer le sujet en fait, mais ski ga ski.
Donc en gros, si vous allongez pas assez le i, il est possible qu'il y ait des quiproquos parce que quand vous dites à quelqu'un ski, 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 ça peut vouloir dire genre je t'aime, je t'aime. Ça peut prêter à confusion. Enfin après, j'en sais rien, hein. Ça peut être aussi l'occasion de faire des rencontres inattendues. La vidéo commence à être un tout petit peu longue, donc je ne vais pas faire toutes les questions qu'on m'a posées. Je les traiterai dans une prochaine vidéo, mais je les traiterai, je répondrai à toutes vos questions. Aussi, si vous avez des questions qui sont survenues pendant cette vidéo, pendant que vous visionnez attentivement cette vidéo, si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je m'en servirai pour faire une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à souscrire à la chaîne. Et je vous dis à bientôt! Suranami, c'est moi, c'est moi. Bra.